That bass beat. Je m'appelle Arnaud Delubac, donc j'étais un étudiant de l'ESSEC. Aujourd'hui, j'ai créé ma start-up qui s'appelle Greenly. J'ai fait en sortant directement après le bac une école de publicité et de communication. J'avais envie de me spécialiser dans la communication digitale. J'ai commencé par explorer ça sous le prisme des start-up, sous le prisme des agences ensuite. Je suis parti aussi aux États-Unis pour découvrir justement le monde des start-up. Et en revenant en France, à un moment, s'est posé la question de ce que je voulais faire ensuite. Et j'avais envie justement d'explorer la communication dans le milieu politique. J'ai candidaté à un moment à ce poste de communication digitale à Matignon, donc pour Édouard Philippe, qui était anciennement Premier ministre. Et en fait, j'ai découvert un monde, j'ai adoré ça. Donc j'ai eu envie de poursuivre dans ce monde-là, mais en étant plus proche des entrepreneurs, en étant plus proche du monde des startups. Donc en fait, j'ai poursuivi ensuite avec le secrétaire d'État du numérique, qui était Mounir Majoubi, pendant 3 mois, parce qu'ensuite il est effectivement parti en tant que prétendant à la mairie de Paris. Donc voilà. Et ensuite, dès qu'il est parti, moi j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre cette expérience-là au sein du cabinet de Cédrico. Qui est resté pour le coup plus longtemps et voilà, et c'était une expérience formidable parce que ça m'a permis de rencontrer des entrepreneurs aguerris comme par exemple la fondatrice de Litchi, Céline Lazorte, comme le cofondateur de Miro ou d'Insect par exemple. Donc voilà, et même de rencontrer d'ailleurs des entrepreneurs internationaux comme Mark Zuckerberg. Donc ça a été des moments absolument extraordinaires puisque j'étais encore, c'était pendant mes études. Pendant ces études-là, j'ai monté une première start-up qui était un réseau social pour aider les gens à pouvoir matcher d'autres personnes avec leurs envies. L'idée, voilà, c'était une application sur laquelle je pouvais en temps réel proposer une envie, dire j'ai envie de faire ça. C'était sur une carte interactive avec un minuteur et toute l'idée derrière reposait sur l'instantanéité et sur la mise en relation avec des gens de mon réseau. Un peu sur le même modèle que Snapchat par exemple, où j'avais la possibilité d'envoyer une photo, une vidéo dans un temps délimité à un certain nombre de personnes. Là, le concept était de faire la même chose au niveau des envies, donc de pouvoir dire là il est 15h, j'ai envie de manger et je suis à tel endroit et je mets un minuteur et je cherche pendant 5, 10 minutes, 15 minutes une personne à proximité qui fait partie de mon réseau pour le faire avec moi. Donc on a monté ça avec 2 associés qui ont à un moment préféré la stabilité de l'emploi. Ils ont eu des propositions de CDI et on s'est arrêté dans cette aventure, mais en tout cas ça a été la source de nombreux apprentissages. Et à l'issue de ça, en fait, moi j'étais convaincu et j'avais la volonté absolue d'entreprendre, de créer ma boîte et d'être entouré de personnes qui avaient la même envie. Et je me suis dit, il faut que je fasse absolument un master spécialisé qui est dédié à ça, où je vais être entouré de gens de différents milieux, de différents univers, avec plus ou moins d'expérience, mais qui auront au final la volonté de partir d'une feuille blanche, de se dire aujourd'hui mon idée c'est celle-là, je n'ai rien sur la table et je vais commencer par essayer de trouver des associés, je vais essayer de trouver un business model, de trouver mes premiers clients, etc. Et donc voilà, moi j'avais cette volonté-là, donc il y avait soit la possibilité de reprendre mon projet précédent et de trouver de nouveaux associés pour les intégrer à ce projet-là qui existait, qui était déjà lancé et qui fonctionnait plutôt bien, ou alors vraiment de repartir d'une feuille blanche et de trouver une nouvelle idée. Pour la petite anecdote, le CEO de Greenly est aussi le mari de ma sœur. Donc ça a commencé en étant une affaire familiale, si je puis m'exprimer ainsi. Et en fait, on est partis en vacances ensemble et tout l'été, voilà, moi je lui ai dit, j'ai cette volonté de rajouter un double diplôme à ESSEC Centrale sur le volet entrepreneurial, donc de créer ma boîte. Je vais avoir à effectivement défendre une idée, défendre la perspective d'évolution, de pouvoir attester de tous ces chiffres-là, de toutes ces idées-là, de tous ces concepts-là. Et
Et ensuite, on a parlé tout l'été. Lui revenait des États-Unis à ce moment-là. Il avait travaillé dans la blockchain avant. Il se posait la question de son retour en France et avec quelle idée et avec quel concept. Donc il avait aussi envie d'entreprendre et on s'est parlé tout l'été. Et à un moment, on s'est mis d'accord sur une application mobile pour permettre à tous les individus de se mesurer, de se suivre et de progresser en termes d'impact généré, en termes d'empreinte carbone. On est tous les trois en fait passés, les trois cofondateurs de Greenly, pour l'anecdote, sont passés par WeThings, qui est une start-up qui conçoit des objets connectés dans la santé, donc pour permettre aux individus avec une montre connectée, avec une balance connectée ou un tensiomètre connecté, de mesurer de la data, de traquer cette data et de la restituer à l'individu pour qu'il puisse adopter une meilleure hygiène de vie et qu'il puisse avoir une meilleure santé à terme. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est sur l'environnement, il y a un vrai problème de visibilité, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à entendre qu'il faut réduire ses émissions, qu'il faut moins consommer, etc. Mais on n'a pas d'ordre de grandeur et on n'avait pas de moyen de se quantifier et de se dire, voilà, au même titre que d'ailleurs pour un marathon, pour une course ou une performance, ce qui va faire que je m'améliore sur la durée, c'est le fait de mesurer cette performance à chaque instant pour me dire, voilà, sur un marathon, par exemple, là, je viens de faire le kilomètre en 5 minutes 30, il va falloir que je passe à 5 minutes. Nous, on manquait de données chiffrables là-dessus. On sait qu'un Français, c'est 10 tonnes de CO2, 9 tonnes et quelques, que les accords de Paris, pour limiter le dérèglement climatique, qu'il faudrait passer à 2 tonnes, donc entre 10 et 2, il y a une marge qui est colossale. Et le problème, c'était ce manque de visibilité. Et donc voilà, on a construit vraiment un projet à partir de ça. Et effectivement, aujourd'hui, on a pivoté 1 an après sur un autre modèle pour les entreprises. Tout l'été, on s'est parlé avec Alexis de différents projets. Lui avait en fait évolué dans un incubateur de start-up qui s'appelle Techstar, dans lequel il avait vu vraiment beaucoup d'idées émerger, beaucoup de projets, etc. Et il y avait notamment une idée d'étudiants américains qui avaient effectivement lancé une application avec ce système d'agrégateur bancaire, donc pour permettre aux individus de connecter leurs comptes et de se suivre en termes d'empreinte carbone. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement, l'expérience utilisateur n'était pas forcément la bonne, on ne comprenait pas les données chiffrées, on ne comprenait pas l'information qui était restituée. Et nous, on avait vraiment envie de travailler sur cette expérience utilisateur-là en se disant, au même titre qu'un Yuka, on va permettre aux gens de se mesurer, de se suivre, mais d'avoir vraiment envie de progresser, de s'améliorer, sans qu'il y ait cette approche culpabilisante qu'eux pouvaient avoir, par exemple, dans cette expérience-là. Donc on s'est quand même bien inspiré de cette idée-là, en essayant vraiment de travailler sur l'expérience et en se disant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce service-là est proposé aux Américains, mais sur la France, il y a une vraie conscience environnementale, les gens sont de plus en plus sensibles à ça, on a une grosse maturité sur le sujet et il faut qu'on puisse donner les outils aux personnes qui en ont besoin et qui ont envie d'être acteurs du changement. Une fois qu'on était d'accord sur l'idée et qu'on était validé sur ce modèle-là, on s'est lancé tous les deux dans un premier temps, avec vraiment cet objectif principal qui était déjà de construire le produit, de construire l'outil. Donc il faut savoir que moi j'avais effectivement cette expérience-là de par ma précédente start-up où j'avais vraiment, je m'étais penché sur tout l'aspect produit. Donc avec toutes les fonctionnalités, la définition du scope de l'application, toute la partie design, donc qu'est-ce que ça rendait en termes de charte graphique, de fonctionnalités, d'expérience utilisateur plus largement. Et là-dessus, voilà, donc moi je me suis tout de suite saisi de cette partie-là en me disant je vais travailler sur le design et sur le produit. Alexis, donc, qui était au début plutôt, on va dire, sur tout l'aspect comment on crée un business model, enfin toute la partie du coup financière, comment on crée un business model autour de ça, d'aller lever les premiers montants pour pouvoir vraiment démarrer, s'entourer des bonnes personnes aussi, pour être crédible. Et ensuite, il nous manquait effectivement cette personne tech. Et du coup, en fait, ça c'est Mathieu du coup qui nous a rejoint, en fait, qui était aussi chez WeThings, qui a toujours suivi Alexis dans ses précédentes aventures. Et à ce moment-là, en fait, il était en poste, il a accepté de nous rejoindre, donc il a démissionné de la startup dans laquelle il était, qui était dans la blockchain. Et voilà, et on s'est dit, bon voilà, on a le produit, on a les maquettes, etc. Mathieu va pouvoir justement produire
l'application, donc qu'on puisse y accéder sur Android, sur Apple, etc. Et on l'a sorti en 3 mois. Donc pendant 3 mois, on a vraiment itéré sur les designs, sur comment on avait une approche qui était justement pas culpabilisante, comment on essayait de faire en sorte que les gens déjà synchronisent leur compte bancaire. Là-dessus, il y avait une vraie crainte parce que lorsqu'on démarre, qu'on est un acteur inconnu au bataillon, le fait de demander la synchronisation à ses comptes bancaires, c'est quelque chose qui refroidit beaucoup. Donc on a aussi pas mal travaillé là-dessus, sur toute cette phase d'onboarding qui menait à cette synchronisation bancaire, en essayant justement d'améliorer nos taux. Donc au début, on était effectivement très bas, on était plutôt sur du 10-15% de conversion. Donc on avait 1 à 2 personnes sur 10 qui acceptaient de synchroniser son compte. Et effectivement, sans cette synchronisation, il n'y avait aucune expérience possible. Donc c'était vraiment le nerf de la guerre pour nous. On a travaillé vraiment là-dessus au début, sur cette application, en essayant de faire un maximum d'interviews, d'avoir un maximum d'insights pour améliorer le produit. Et on a commencé par lever du coup 500 000 euros avec des premiers business angels, donc le cercle rapproché, des gens qu'on avait rencontrés dans le cadre d'expériences professionnelles, etc. Donc ça nous a permis de recruter. On était une équipe de 6, 7, 8 personnes assez rapidement, avec une personne sur la data science pour justement attester que notre méthodo, que nos calculs étaient rigoureux, une personne sur le développement pour soutenir aussi Mathieu, parce que c'est quelque chose qui est assez complexe et qui peut prendre beaucoup de temps. On avait Alexis, effectivement, on essayait de trouver des business models, donc il y avait à la fois les projets d'offset. Dès lors que je finance un projet d'offset pour contribuer à la reforestation, par exemple, nous, on prenait une petite commission là-dessus et on avait des projets de cashback aussi avec certains partenaires vertueux comme Naturalia, comme Cityscoot, comme BIM Energy. Et pareil, là-dessus, on prenait une commission, on récompensait l'utilisateur pour sa démarche et voilà, ça nous permettait d'avoir on va dire, de pouvoir financer les frais de fonctionnement, etc. Pendant 1 an, on s'est vraiment attelé à ce modèle-là et ensuite, on a pivoté sur les entreprises parce qu'effectivement, pendant 1 an, ça a été assez difficile. On voyait qu'en termes de monétisation, c'était pas forcément évident. On avait quelques banques qui étaient venues nous voir entre-temps pour justement leur permettre pour qu'on puisse déployer cette information-là plus largement en dehors de notre application mobile et dans d'autres écosystèmes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec une vingtaine de banques à l'heure actuelle, BNP Paribas, Arkea, Pixpay, Only One, etc. Et là, l'idée, c'était vraiment de se dire, on démocratise cette information-là. Il faut que tout le monde puisse savoir quelle est son empreinte carbone et puisse comprendre ce sujet-là. Donc là, aujourd'hui, on touche 10 millions de personnes avec ce modèle, mais effectivement, cycle de vente très long, difficile d'attirer des nouveaux acteurs, et on voyait qu'effectivement, c'était pas forcément scalable. Et s'est posé ensuite la question des entreprises, parce que plusieurs startups, en fait, au même moment, sont venues nous voir en nous disant ce que vous avez développé pour les particuliers avec votre appli mobile, est-ce qu'aujourd'hui, il existe un modèle similaire pour les entreprises, pour qu'elles puissent effectuer ce qu'on appelle un bilan carbone. C'est la photographie de ces émissions et la possibilité pour l'entreprise, une fois qu'elle a cette photographie-là, qu'elle connaît son bilan, d'actionner des plans d'action pour réduire significativement ses émissions et savoir où agir surtout. Et en fait, au début, on n'avait pas du tout le modèle. On avait effectivement la question de est-ce qu'on peut plugger nos comptes à votre application et est-ce que ça peut faire le travail ? Nous, effectivement, ce n'était pas du tout pensé pour, donc on ne pouvait absolument pas certifier la conformité du bilan carbone à travers ce modèle-là. Mais on a eu plusieurs demandes et effectivement, ce qui se passait, c'est que les bureaux d'études et les cabinets de conseil, jusqu'à présent, ils facturaient la prestation excessivement, enfin très cher. Il fallait compter entre 10 000 à 100 000 euros pour un bilan carbone. Et nous, ça a été vraiment ça a été de se dire au démarrage, il faut qu'on puisse démocratiser ça. En fait, tout le monde devrait pouvoir se lancer. Le budget ne devrait pas être un frein. Et donc, on a proposé un modèle SaaS, donc vraiment à destination de toutes les entreprises, les restaurants, les grands groupes, les startups de la tech, enfin vraiment qui est personnalisable pour tous. Et aujourd'hui, voilà, on est essentiellement sur ce modèle-là.
On est passé de 0 à 500 clients en un an sur ce modèle. Et on a recruté effectivement plus de 70 ou 80 personnes sur ce volet. Donc voilà, où nous en sommes. On était donc effectivement, lorsqu'on a commencé à deux, on savait que sur un modèle d'application mobile qu'on voulait produire, on allait être quand même très dépendant de la partie tech. Donc on avait la possibilité soit de passer par une agence de développement. Moi, c'est ce que j'avais fait dans ma précédente expérience. Ça m'avait coûté beaucoup d'argent. J'étais ressorti avec beaucoup d'insights et beaucoup de choses à tester, mais qui me coûtaient relativement cher dès que je venais avec une nouvelle fonctionnalité ou une amélioration, ou un correctif de bug même. Et du coup, là, on était vraiment assez sûr de nous sur le fait qu'il fallait, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre sur un projet tech, mais d'avoir une personne qui va pouvoir contrôler ces développements, pouvoir améliorer le produit très rapidement, pouvoir tester des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc on a été très dépendant de cette partie-là. Voilà, on s'est lancé à deux, on commençait à voir le produit, on commençait à avoir un business model, les premières slides, les premiers invests. Mais il y avait effectivement à un moment le besoin de développer ça. Et comme Alexis connaissait bien Mathieu, qui est aujourd'hui notre CTO de chez WeThings, on lui a beaucoup parlé, on a essayé de l'entraîner là-dedans. Bon, lui était convaincu du projet et de la finalité. Et donc il nous a rejoint, je dirais 2 mois peut-être, ou 3 mois après la création. Et en fait, ça aussi, je pense que c'est très important. C'est quelque chose que j'avais peut-être moins dans ma précédente expérience, la complémentarité des profils. Et là, c'est vrai que pour le coup, Alexis avait vraiment ce scope école de commerce, on va dire, beaucoup plus sur la vente, sur le business model, sur le trouver des financements, enfin sur toute la partie du coup qui est plus liée au rôle du CEO. Mathieu qui avait vraiment ce bagage technique, donc qui était vraiment sur toute la partie dev, etc. Et moi qui étais beaucoup plus sur le marketing, parce que c'est ce que j'avais fait aussi pendant mes précédentes expériences. J'avais aussi à côté eu beaucoup de projets personnels pour lesquels en fait j'animais des communautés. Donc je passais de 0 à 200 000 abonnés par exemple sur un compte Twitter, sur ce genre de choses-là, où j'avais toute une ligne éditoriale, je postais tous les jours, j'avais même recruté des stagiaires, j'étais moi-même stagiaire, mais j'avais recruté des stagiaires pendant que j'étais en stage pour tenir ces comptes-là et les animer régulièrement. Donc voilà, je savais en tout cas comment, c'est peut-être plus sur la partie growth du coup, mais comment j'allais vraiment pouvoir passer de 0 à 10 000 utilisateurs. J'avais écouté aussi beaucoup de podcasts, beaucoup de contenu pour m'aiguiller là-dessus. Et donc voilà, donc moi j'ai vraiment pris ce scope-là, donc produit et acquisition. Alexis qui était vraiment sur ce scope financement et trouver des premiers clients, des premiers partenaires de cashback, des projets d'offset, etc. Et Mathieu qui était du coup sur le produit. Et voilà, je dirais que tout s'est fait hyper naturellement et on n'a jamais, je pense encore une fois, grâce à cette complémentarité, on s'est jamais marché dessus, on n'a pas marché sur les plates-bandes de l'un et de l'autre, ça s'est vraiment fait naturellement et on arrive vraiment à pouvoir défendre du coup chacun nos idées en parlant et très ouvertement, mais en pouvant trancher parce que chacun est responsable de son pôle finalement et est capable de trancher sur tel ou tel sujet. Ouais. Au début, les premières semaines, dès qu'on s'est lancé sur ce modèle B2B, ça a mis un petit peu de temps à prendre. C'est vrai que c'était quelque chose de nouveau sur le marché. Il y avait personne il y a 2 ans sur le modèle du bilan carbone digitalisé. Donc c'était vraiment des bureaux d'études ou des cabinets de conseil qui mettaient des ressources humaines sur des tableurs Excel pour aller chercher telle information et à la fin restituer un rapport. Donc c'est pour ça que ça coûtait aussi très cher. Et il y a un an et demi, il y a eu un véritable boom là-dessus. Il y a plein de startups qui sont arrivées sur ce marché-là en disant on va digitaliser le bilan carbone parce qu'il faut le rendre accessible à tout le monde. Et donc on a vu vraiment ces acteurs-là participer à vraiment évangéliser toutes les entreprises, ce qui fait qu'en fait très rapidement il y a eu de plus en plus de demandes. Donc on a réussi à avoir des flagships, des premières entreprises qui allaient être fer de lance justement sur cette question d'engagement. Donc on a eu des Payfit, on a eu des Swile qui sont arrivés très tôt dans l'aventure et qui ont fait que à un moment, d'autres startups regardaient ce que faisaient ces acteurs-là
et avait aussi envie d'être aussi innovant qu'eux et aussi engagé qu'eux. Parce que la question de la RSE aujourd'hui, elle est présente dans de plus en plus d'entreprises. Ces startups-là ont quasiment toutes maintenant un responsable RSE ou un Chief Impact Officer. Et donc voilà, et nous, on était un peu on était l'ossature de ce modèle-là. À partir du moment où on veut avoir une stratégie RSE concrète et sérieuse, le bilan carbone est nécessaire. C'est vraiment le point de départ de toute stratégie sur ce volet-là. On a eu de plus en plus de demandes qui arrivaient de tous les secteurs et de toutes les tailles d'entreprises. Donc il a fallu des experts climat pour pouvoir réaliser ces bilans-là, pour pouvoir onboarder les entreprises, pour pouvoir leur faire la restitution, etc. Donc on a recruté au début un premier expert climat, un deuxième, un troisième, un quatrième, pour pouvoir tenir la cadence. On a recruté plus de commerciaux. Donc il y avait au début une personne qui était Head of Sales, puis aujourd'hui voilà, on a grossi l'équipe très rapidement sur les sales, sur le marketing aussi, sur le produit. Et aujourd'hui, c'est vrai que il faut, et je pense que c'est important effectivement d'avoir des piliers et des gens en qui on a vraiment confiance sur chacun de ces pôles, parce que ensuite on leur donne les clés et c'est eux justement qui vont assurer la pérennité de leur département en recrutant eux-mêmes des experts climat ensuite. Au marketing, pareil, on recrute d'autres profils. Les sales recrutent eux-mêmes maintenant des SDR ou des account executives. Quelque chose qui est très important pour Greenly, c'est notamment toute la partie soft skills. Moi, c'est vrai qu'au début, voilà, j'étais dans tous les process d'entretien, donc je rencontrais les gens, je testais énormément cette question d'ego, cette capacité à vraiment se remettre en question, à être flexible, avoir le bon état d'esprit. Aujourd'hui, je considère, et je pense que l'ensemble de l'équipe le considère, que c'est vraiment un état d'esprit chez Greenly, c'est une culture. On a une culture qui est très présente et qui est très forte. Parce qu'on a une équipe très jeune, on a une équipe qui est très ouverte, on prône la franchise, avec bienveillance évidemment, mais on prône la franchise et le fait que tout le monde peut challenger une idée, tout le monde peut challenger un process ou une façon de faire, et on essaye de vraiment décloisonner tous les départements pour que les bonnes idées puissent venir de partout. Et ça, on s'y attache vraiment, et dès qu'on a eu des doutes, je dirais, d'ego ou de personnes qui pourraient avoir envie de venir et d'imposer des idées, etc., on prône l'autonomie, on prône la proactivité, etc. et le fait de toujours être force de proposition, mais on a toujours fait super attention à cette question d'ego et de soft skills plus généralement. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a une équipe qui est très soudée, qui se voit en dehors du travail, qui passe des week-ends ensemble, qui part en vacances ensemble. Enfin voilà, on a vraiment cette culture-là et ça, on veut le garder le plus longtemps possible. Et c'est d'où l'importance vraiment d'avoir ces bonnes personnes-là à la tête de chaque pôle pour retranscrire ça dans la foulée, là où nous, on ne peut plus forcément être dans tous les entretiens et dans toutes les rencontres de candidats. Donc voilà, ces premiers choix sont cruciaux et c'est ceux qui permettent derrière de pouvoir scaler dans de bonnes conditions et avec les bonnes personnes. Alors moi, ce qui a été très intéressant sur l'expérience en politique, c'est effectivement toute la rigueur qu'imposait ce monde-là. Donc il y avait effectivement déjà une charge de travail qui était considérable. C'était vraiment des journées à rallonge qui se terminaient très tard dans la nuit souvent. Le fait d'être connecté en permanence, d'être toujours en veille en fait, ça c'était quelque chose qui était super important. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'on est forcément limité de par la visibilité de ce monde-là et de toutes les retombées négatives ou positives que ça pourrait avoir. Chaque action est longuement pensée, il y a beaucoup de process de validation et voilà, c'est dès lors qu'on arrive avec une idée, ça peut prendre plusieurs mois à être validé, ça peut nécessiter des allers-retours avec beaucoup de monde. Et du coup, c'était très challengeant d'un point de vue créativité parce que il fallait effectivement, on était dans un scope assez fermé, on ne pouvait pas tout faire, donc il fallait déjà se dire comment on se différencie, comment on fait en sorte que d'un point de vue communication, les gens trouvent qu'on est réactif, qu'on dresse les bons messages, qu'on ait une communication qui est innovante. Ça, c'était vraiment important et c'est ce qui était recherché justement avec Édouard Philippe par exemple, où on avait, et ma responsable à l'époque avait par exemple monté les Facebook Live, donc où pendant
30 minutes, le Premier ministre se mettait à sa table et répondait aux questions des internautes. Voilà, donc il y a eu plein de modèles de communication qui étaient innovants. Et je dirais que voilà, ça a été en termes d'organisation, en termes de rigueur et en termes de créativité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris et qui m'a aidé aujourd'hui à pouvoir vraiment être clair sur tout ça et à pouvoir apporter ce que je pouvais apporter de ce point de vue-là dans la startup. Donc de créer des process, des modèles de validation, des avancées et en essayant d'apporter de nouvelles idées là-dedans. Alors, Greenly, qu'est-ce que ce sera dans le futur? C'est vrai que en 2 ans, on a connu différents modèles, on a connu une croissance, une hyper-croissance dans laquelle on est actuellement, où il faut qu'on soit très rigoureux sur les process, qu'on onboard beaucoup de gens qui sont arrivés dans les 3-4 derniers mois, donc c'est vrai que ça demande beaucoup de temps pour scaler vraiment sainement. Nous, en termes d'ambition, on se met vraiment là-dessus aucune limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a levé, donc on a fait une série A dernièrement qui nous a permis de nous internationaliser, d'ouvrir un bureau aux États-Unis et au Royaume-Uni et évidemment en France, là on s'est lancé. Et l'objectif là-dessus, voilà, c'est d'être leader mondial du bilan carbone digitalisé. Alors en termes de clients, en nombre de clients aujourd'hui, on est leader mondial. Mais voilà, en termes maintenant de produits, de tech, de collecte des données sur la partie du bilan carbone, sur l'accompagnement et sur l'expérience qu'on propose, on veut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que tous les autres acteurs du marché. Donc voilà, nous aujourd'hui, c'est 500 entreprises accompagnées. On espère en accompagner 1000 d'ici la fin de l'année. À terme, on veut que toutes les entreprises fassent un bilan carbone. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont une comptabilité financière. C'est indispensable pour assurer sa pérennité. Et nous, demain, on veut que toute entreprise, et on est persuadé qu'on y arrivera, puisse présenter et dresser un bilan extra-financier, un bilan carbone à la fin de l'année pour être transparent auprès de ses clients, auprès de ses actionnaires, auprès de ses collaborateurs. Enfin voilà, les motifs de le faire sont très nombreux. Et moi, personnellement, j'ai envie de participer le plus longtemps possible à cette aventure-là. C'est vrai que j'ai la chance de vivre de mon jeune âge une expérience qui est absolument extraordinaire d'un point de vue humain, d'un point de vue... tout ce que j'apprends en termes d'outils, j'ai cette liberté aussi qui me permet de pouvoir tester beaucoup de choses, de par moments se tromper, par moments de réussir, mais d'être toujours dans ce test and learn. Et voilà, moi j'ai en tout cas le souhait de continuer le plus longtemps possible dans cette aventure-là parce que la mission est indispensable, que la question de la lutte contre le réchauffement climatique, je pense que tout le monde est très au fait. On ne peut plus attendre, on est obligé d'agir vite. Et voilà, et nous, moi j'ai envie en tout cas, et toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui ont envie de faire partie de la solution, pas du problème, pas de se dire que de toute façon le sort de l'humanité est scellé, mais de se dire qu'on a des possibilités et qu'on veut nous avoir de l'impact à notre échelle et qu'on veut décupler cet impact à l'infini dans tous les pays du monde à terme. Et effectivement de faire notre part, de contribuer comme on peut à ce problème, à ce défi du siècle. Alors déjà, le fait de bien s'entourer, on le répète, mais c'est quand même la base de tout. Nous, on a la chance effectivement d'être très conseillés de par nos business angels, de par des amis ou des connaissances qui ont effectivement bien réussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc ça, effectivement, c'est super important. Et je dirais, moi, ce qu'on essaie en tout cas d'avoir comme culture chez Greenly, c'est vraiment de pas s'étaler sur des process, de pas perdre du temps à attendre que les choses soient vraiment impeccables. Nous, on a eu tendance à lancer tout très vite, sans doute de façon très bricolée. Où on faisait un site en un week-end, on faisait dès qu'on avait besoin de contacter quelqu'un, plutôt que d'avoir le mail parfait, on écrivait 4 lignes et on l'envoyait en 2 minutes 30. Il y avait vraiment cette idée d'être dans un espèce de sprint en permanence et de se dire comment telle idée ou tel besoin ou telle chose, on peut la faire en 10 fois moins de temps que ce que vous voudrez la normale. Donc voilà, donc par exemple un design de produit, si on se dit que par exemple la partie plan d'action
de notre design est super important pour aider les entreprises justement à réduire leurs émissions. Plutôt que de passer 3 mois à vraiment se reprendre les modèles et à tester une tonne de choses, on en teste un, on le lance très vite, on le déploie très vite et on prend des résultats. Ensuite, on fait des interviews, on voit ce qui se passe. Mais vraiment, je dirais de ne pas attendre que les choses soient impeccables, parfaites, etc. et de lancer quelque chose de très bricolé, mais juste pour pouvoir déjà avoir des données chiffrées et de se dire, bon, bah, on a vu que ça c'était bien ou que ça c'était pas bien et d'améliorer en continu. Ça, je pense que c'est hyper important parce que de ce que je vois de l'extérieur, c'est effectivement parfois des personnes qui auraient tendance à vouloir toujours avoir la communication parfaite, l'image parfaite, le message parfait. Et souvent, se dire, bah non, on fait les choses plus simplement et en 3 minutes, c'est un sujet qui est bouclé, je passe à la chose suivante.